Around the world, economies are crumbling. Since the coronavirus outbreak, the price of every vital commodity has fallen. We're seeing a lot of these markets hit. Coronavirus has oil below $50 a barrel. U.S. demand in China has dropped off substantially. You're impacting the demand for copper, iron ore, even gold is going down. Europeans and Americans are also being helped by unprecedented government. And then they tend to S&P 500. The coronavirus caused a break. 330. Encouraging news we've had so far is that the latest figures suggest the $2.2 trillion and urgently need. The true extent of the damage. The big question that economists are still trying. In the financial crisis, there was actually quite a long lead up. Was a good. Perhaps a third of their GDP. Models looking at America suggest that ending lockdowns would lessen that damage. Bonjour. Si je réalise cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler de la crise financière à venir. Il y a eu une crise sanitaire, la crise du Covid-19, qui a précipité et qui a accéléré ce cercle vicieux dans lequel la finance était déjà bien engagée. Et si certains refusent le comparatif entre la crise de 2008 et la crise financière à venir, étant donné que la source et les origines sont totalement différentes, et l'accélération due à cette crise sanitaire prouve encore une fois que la crise financière à venir ne sera pas tout à fait comme celle de 2008, les conséquences, quant à elles, risquent d'être très similaires. Et on peut même dire que 2008 sera dans nos souvenirs une balade de santé par rapport à la crise financière qui risque d'arriver. On entend déjà les gens dire que tout va repartir comme avant. Quand on regarde vraiment bien dans la rue, on se demande si quelque chose a changé. Et les gens nous disent qu'après la réouverture des restaurants, il nous faudra 6 à 12 mois pour oublier tout ça. Et c'est vrai qu'une grosse partie des gens semblent vouloir très très vite passer à autre chose, comme si ça n'avait jamais eu lieu. En attendant, il va y avoir des conséquences. On va le sentir passer, réellement, et il est temps aujourd'hui de comprendre pourquoi, d'essayer de déblayer un petit peu, de mettre la lumière sur ce qu'il faut prévoir et d'essayer de se protéger au maximum de cette crise financière, mais également économique, qui a touché cette fois-ci non pas un pays, mais la plupart des pays de la planète. Alors, en mettant le risque de reconfinement de côté, parce que c'est possible, ou même l'aggravement de la situation sanitaire, en mettant ça de côté, parce que sinon ça va devenir vraiment trop complexe à traiter, n'oubliez pas malgré tout que ça peut arriver, et ça pourrait donc accélérer encore une fois de plus, et aggraver encore la situation actuelle. L'objectif de cette vidéo est double. Premièrement, clarifier certains points. On entend des termes barbares à la télévision, ça parle de finance, d'économie. Réellement, qu'est-ce que vous risquez ? Qu'est-ce qui peut vous arriver ? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place ? Et ce mouvement de récession, cette baisse de la consommation, des échanges et de l'économie en général, qu'est-ce qu'elle va affecter réellement ? Et comment vous en prémunir ? Et le deuxième point, ça ne va pas être de juger. Parce qu'évidemment, il y a des conséquences à cette crise économique et financière, mais il y a également des conséquences aux mesures prises par les gouvernements pour essayer de minimiser l'impact à l'instant T de cette crise. Et chaque décision gouvernementale aura elle-même ses propres conséquences. Malgré tout, mon travail à moi, c'est pas de dire cette décision est bonne ou elle est mauvaise. Et ce que je reproche énormément à pas mal de personnes très qualifiées qui prennent la parole sur le sujet, ils montrent du doigt ce qu'il ne va pas, mais ils ne proposent pas de solution. Et c'est beaucoup trop facile de dire on n'aurait pas dû faire ça ou on n'aurait pas dû faire ça. L'objectif ici, c'est très modestement d'ouvrir un dialogue communautaire et de proposer des vraies solutions pour diversifier, pour essayer d'assainir et de stabiliser les finances d'un point de vue particulier. Car vous allez le voir, les aides gouvernementales, les aides, on va dire, du système de l'Union européenne et dans la plupart des pays, les aides externes, donc celles qui vont vous être offertes et que vous n'allez pas créer vous-même, ont leurs limites. C'est donc à vous d'essayer de stabiliser et de renforcer le plus possible les bases de vos finances. Dans cette vidéo, je vais également en profiter pour vous présenter Femex, un exchange de crypto-monnaies qui répond à 2 des questions qu'on me pose le plus sur tous mes réseaux sociaux. Notamment, comment essayer de trader les crypto-monnaies sans prendre aucun risque ? Eh bien, il y a un moyen de trader avec de la fausse monnaie, mais sur le vrai cours des crypto-monnaies, et je vais vous le présenter. Et deuxièmement, beaucoup de monde me demande depuis ma vidéo sur SNX, sur la finance décentralisée, est-ce qu'il y a des échanges de crypto-monnaies qui permettent de trader, par exemple, le Forex ou encore l'or ? Il y a cette solution-là, et Femex le propose, et donc je vous présenterai ça en fin de vidéo. Allez, on commence tout de suite sur comment se prémunir de cette crise à venir. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le krach financier a eu lieu. Il a eu lieu au début de cette crise. Comme vous le voyez sur les différents screens qui s'affichent à l'écran, la bourse a pris une claque violente et instantanée. Et beaucoup de gens ont du mal, ne serait-ce qu'avec ça. L'économie, certes, elle a souffert pendant 2 mois. Il n'y a pas eu d'activité, très très peu. Il y a encore les restaurants et certains commerces qui sont fermés. Évidemment, les aéroports sont totalement vides et les compagnies aériennes ne s'en sortent pas. Malgré tout, pourquoi d'un coup ?
Ça fait 2 mois et demi, 3 mois, et on a bien vu que pendant ces 2 mois et demi où l'activité économique a freiné, la bourse s'est reconstruite. C'est vraiment au tout début du confinement qu'il y a eu un effondrement en bourse. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'il faut comprendre que la finance, c'est une image de spéculation de l'économie réelle. C'est-à-dire qu'au moment où le confinement a été annoncé, c'est à ce moment-là que les traders, et donc les spéculateurs, ont vendu leurs actions car ils savaient qu'il allait avoir des mauvais résultats économiques et donc que la valeur des entreprises allait baisser. C'est pour ça qu'un crack, ça peut se faire instantanément et ça peut aller beaucoup trop vite, trop bas, ou que sur un mouvement de confiance, une entreprise peut prendre beaucoup de valeur un peu trop vite. Tout simplement parce que c'est un pari. Un pari sur est-ce que l'entreprise va prendre de la valeur ou va en perdre. Évidemment, l'annonce du confinement dans la plupart des pays mondiaux et le renforcement avec l'annonce française a précipité les traders à vendre leurs actions car ils savaient que ça allait baisser. Les gens vendent, le cours baisse, les gens vendent encore plus pour éviter de trop perdre. Bref, vous commencez à comprendre comment la spirale peut entraîner des actions très très bas. À savoir, d'un point de vue de la vitesse de l'effondrement sur un très court terme, cette baisse boursière a été plus virulente que celle de 2008. Et ça, c'était le premier point. Ensuite, il faut être capable de faire le parallèle entre l'économie et la finance. L'économie, c'est par définition la création de valeur, le réel échange et la réelle plus-value qui est échangée entre la demande et l'offre dans la vie de tous les jours. La finance, c'est de la spéculation. Ça va être des paris sur cette réelle économie, sur cette réelle croissance et développement. Je vous laisse regarder cette image. Elle n'est pas totalement à jour, d'accord, ça date d'il y a 1 an ou 1 an et demi, mais ça vous permet d'avoir une idée des ordres de grandeur. Ici, on voit le Global Stock Market d'environ 730 000 milliards. Ça, c'est les actions boursières de toutes les entreprises du monde. À côté de ça, on voit le marché de l'or, d'accord, 7,7 trillions. Donc 7700 milliards d'euros approximativement. Global Real Estate, c'est le marché de l'immobilier, la dette, d'accord, et vous voyez tous les produits dérivés. Et en réalité, les produits dérivés, dans les 2 dernières années, ils ont explosé. Je crois qu'il y a marqué 544 trillions, alors qu'en vrai, on doit être à 1200 trillions à l'heure actuelle. Pour vous donner un ordre d'idée, d'accord, l'économie, la valeur de l'économie, donc des vrais échanges réalisés, ça doit être à peu près aussi gros que le Global Stock Market, approximativement. Pour vous dire à quel point la finance, qui compte le Global Stock Market, les produits dérivés, qui sont en réalité 2 fois plus gros que ce qu'on voit à l'écran, pour vous dire à quel point l'économie réelle est toute petite par rapport à la finance. Et c'est ça qu'il faut comprendre parce que ce qui va réellement vous affecter dans le long terme et ce qui va vraiment toucher vos vies d'un point de vue personnel, c'est pas simplement la finance et ses variations qui peuvent exploser à la hausse comme à la baisse. Vous le voyez bien, pour 1 vrai euro d'économie, on peut avoir 5, 10, voire 20 euros dans la finance. Et c'est pour ça que la finance peut s'effondrer ou reprendre de la valeur. Mais ce sont les traders qui perdent. Et évidemment, ça va affecter l'économie par délégation, mais quand il y a 20% de baisse en bourse, c'est pas pour autant que vous allez tout de suite voir le prix du pain augmenter et que ça va tout de suite toucher vos vies. Et donc, quand vous entendez parler de la finance et il faut la suivre, sachez que c'est vraiment la délégation et les réelles conséquences sur l'économie qui vont vous affecter vous sur le moyen ou sur le long terme. À titre indicatif et juste pour le petit clin d'œil à ceux qui connaissent bien mon sujet de prédilection sur ma chaîne et donc les crypto-monnaies et la blockchain, je viens de vous faire apparaître la taille du marché des crypto-monnaies. Vous voyez à quel point c'est ridicule par rapport à tout ça? Et bien maintenant, vous comprenez pourquoi certains pensent très sérieusement que les crypto-monnaies vont pouvoir faire x10, x100, voire même x1000 dans les années à venir. Tout simplement parce que ce marché est ridicule par rapport à toutes les solutions financières qui existent à l'heure actuelle. Alors c'est bien beau de dire et de répéter qu'économiquement, ça va aller mal. On a compris, il y a plein de choses qu'on peut quantifier. Les magasins du coin qui sont encore fermés, les gens qui disent que leur saison d'été est finie et qui pourront pas faire leur beurre cette année, on l'a bien compris. Malgré tout, il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'il faut mesurer. Il va y avoir des faillites, des entreprises qui coulent. Et des entreprises qui coulent, ça veut dire beaucoup de choses. Premièrement, augmentation du chiffre du chômage. Et un chômeur, c'est une chose. Une personne active qui devient chômeur, c'est encore plus grave. Pourquoi? Quand une personne passe au chômage et qu'elle va au Pôle emploi et qu'elle va donc demander le chômage, c'est le gouvernement qui va couvrir certains de ses frais et qui va lui verser de l'argent tous les mois. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens pensent qu'une personne qui touche 1500 euros au chômage, elle coûte 1500 euros par mois au gouvernement. Par contre, une personne qui gagnait autrefois 1500 euros par mois et qui maintenant est par exemple à 1200 ou 1300 au chômage, eh bien cette personne-là, elle coûte beaucoup plus
que ces simples 1200 ou 1300 euros qu'elle va toucher tous les mois. En effet, parce que ce que l'on ne prend pas en compte, c'est ce qu'elle rapportait à l'époque où elle était encore active. Je vous donne un exemple très simple. Déjà, une personne au chômage va naturellement moins consommer. Elle gagne un peu moins d'argent quand elle était active, et donc forcément, elle va aller moins dans les commerces, elle va créer moins de valeur, elle va générer moins d'échanges. Et n'oubliez pas que sur la valeur, le gouvernement touche la TVA, 20%. N'oubliez pas que quand ça va alimenter l'économie, ça va générer de la plus-value qui vont tôt ou tard remonter dans une certaine mesure dans les poches du gouvernement. Donc déjà, une personne au chômage, c'est une personne qui consomme moins, qui a moins de pouvoir d'achat et donc qui alimente moins ce circuit. Deuxièmement, cette personne est donc au chômage et donc tous les mois, elle coûte de l'argent au gouvernement. Mais en plus de ces deux premières informations, elle n'en rapporte plus. Et oui, en France, quand on est actif, on rapporte beaucoup d'argent au gouvernement. D'ailleurs, énormément d'argent, puisque la France est considérée comme l'un des pires enfers fiscal et social. En effet, quand un patron va verser 1 euro à l'un de ses employés, il va payer entre 45 et 75% de charges sociales et patronales. C'est-à-dire que pour 1 euro à l'employé, il va verser au gouvernement français entre 45 centimes d'euros et 75 centimes d'euros. Et donc, à l'échelle de toutes les personnes qui ont de l'emploi en France, ça représente un montant colossal et une entrée, une recette nécessaire pour le gouvernement. Et donc, l'augmentation du chômage, c'est pas simplement l'augmentation des dépenses mensuelles du gouvernement, c'est également une diminution drastique, et c'est ça qui est très important également, des recettes du gouvernement sur ses charges sociales et patronales. Évidemment, plus il y a de chômeurs, moins il y a de personnes qui travaillent, moins la machine économique se développe. Et évidemment, les entreprises, elles, ont moins d'activité, parce qu'il y a moins de demandes, il y a plus de chômeurs, il y a moins de pouvoir d'achat, et donc elles ont moins besoin de fournir, elles ont moins besoin d'employés, donc elles licencient, ça fait plus de chômeurs, et là, vous venez de comprendre la boucle infernale, qui crée également une récession économique, c'est-à-dire diminution des volumes d'échanges, d'achats et diminution dans le temps, on va dire, de l'activité globale et commerciale, qui en gros entraîne le tout dans ce que l'on appelle une spirale récessionniste et qui va diminuer la demande et naturellement générer plus de chômage. Et bref, vous avez compris, à chaque fois qu'on passe un tour, c'est de pire en pire et ça, c'est ce qui fait réellement peur au gouvernement. L'objectif du gouvernement était donc de maintenir la demande et maintenir l'activité, donc être sûr et certain que les gens continuent à acheter, à dépenser pour continuer à alimenter cette machine qui pour le coup nous fait tous vivre, et donc sur du très court terme, payer les salaires, continuer à créer le chômage partiel et continuer à donner des ressources aux Français pour qu'ils continuent à développer. C'est une solution très court terme évidemment, mais ça freine énormément cette fameuse spirale qui aurait pu coûter bien plus cher sur le long terme. Après, une entreprise qui fait faillite, c'est pas simplement des gens qui vont au chômage. C'est aussi une entreprise qui ne payera pas ses dettes. Et généralement, les entreprises ont deux types de créanciers. Les fournisseurs, qu'elles devaient payer contre des produits ou contre des fournitures nécessaires à l'entreprise, et également la banque, un établissement de crédit. Alors des fournisseurs qui sont pas payés, c'est d'autres entreprises en difficulté, ça peut faire un effet domino. Une grosse entreprise qui doit de l'argent à beaucoup d'autres entreprises, elle peut en faire mourir d'autres. Et autant vous dire que si d'autres entreprises meurent, plus de chômage, bref. On va pas vous refaire la musique. Mais il y a également les établissements de crédit. C'est souvent à eux qu'on doit de l'argent quand même, les banques. Et qu'est-ce qui se passe quand une banque, elle, on lui rembourse pas ses créances? Eh bien la banque est en difficulté, sauf que la banque, elle, quand elle va faire faillite, elle va toquer à la porte du gouvernement. Et on l'a vu en 2008, deux solutions pour un gouvernement. Soit laisser la banque faire faillite, ce que le gouvernement n'a pas fait en 2008. Généralement, ce que fait le gouvernement, c'est qu'il va renflouer les banques pour éviter qu'elles fassent faillite. Mais pour renflouer les banques, on utilise l'argent du contribuable. Et c'est comme ça qu'en 2008, on était passé de 80 points de PIB à 100 points de PIB en dette. Tout simplement parce que le gouvernement avait dû investir massivement pour maintenir les banques à flot. C'est bien beau tout ça, mais quand le gouvernement investit, soit il s'endette encore plus, et on a déjà du mal à payer les intérêts de notre dette. Je vous dis pas rembourser notre dette, je vous parle de payer les intérêts qu'on doit sur notre dette. Eh bien, imaginez si en plus de ça, et en plus de la crise de 2008 qu'on n'a pas du tout balayé d'un point de vue de la dette publique, quel argent on va aller chercher? Soit encore plus de dettes, mais on s'en sort déjà plus avec celle qu'on a, soit l'argent du contribuable. Ben oui, parce que c'est ça, quand le gouvernement paye, c'est les impôts. Mais bon, on peut difficilement augmenter les taxes en France, parce qu'on a déjà une très grosse pression fiscale et sociale. Si on augmente encore plus les taxes, ça va devenir très dur, ça va diminuer le pouvoir d'achat. Et là, c'est la spirale récessionniste qui va accélérer. Et c'est là, et maintenant qu'on était dans une situation financière très complexe depuis des années, que ça va être vraiment très dur de justifier. Car le gouvernement a deux possibilités. Soit freiner tout de suite sur le court terme et trouver des solutions plus tard, ce qu'on a toujours fait. Soit, tout simplement, laisser des établissements et un système économique et financier complet qui pourrait partir dans une spirale qui va coûter très cher à plus d'un. Entrepreneurs, employés,
contribuables, établissements bancaires, tout le système en fait. Parce que là, pour le coup, ça va tellement vite que tout le monde va le payer, très simplement. Alors là, il y a des gens qui disent « Oui, mais on a encore une cartouche, la Banque Centrale Européenne, qui peut faire tourner la machine à billets et, passez-moi l'expression, imprimer encore et encore. » Mais les gens ont un petit peu de mal à comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est de la dilution. Je vais vulgariser, excusez-moi pour les plus pointus d'entre vous en économie qui vont m'en vouloir d'utiliser une expression aussi simple, parce que l'inflation ne fonctionne pas simplement comme ça, mais c'est juste pour faire comprendre le concept d'imprimer des billets. Eh bien, imaginez que vous appreniez dès demain que on a découvert qu'il y avait 2 fois plus d'or que ce qu'on pensait sur la planète Terre. Je pense que dans les jours à venir, ou très rapidement, le prix de l'or va baisser en bourse. Et oui, c'est bien moins précieux que ce qu'on pensait, il y en a beaucoup plus. Imaginez que le jour d'après, vous vous levez le matin et toute la pierre et toute la terre autour de chez vous a été remplacée par de l'or, partout sur toute la Terre. L'or est devenu super accessible, il suffit de se baisser pour en avoir. Eh bien, le prix de l'or va s'effondrer. Plus personne n'en voudra, ça ne vaudra plus rien car ce n'est plus précieux. C'est devenu quelque chose de commun et qu'on peut trouver à peu près partout. Eh bien, c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous avez de l'or chez vous, le fait de découvrir qu'il y a beaucoup plus d'or sur la Terre va faire baisser la valeur de l'or que vous avez. Vous n'avez rien demandé à personne, vous. On a juste découvert qu'il y en avait plus. Tellement plus que c'est devenu plus commun et que donc que son prix a baissé. Eh bien, dites-vous bien que c'est ce qui se passe quand on imprime des billets. Vous avez de l'argent, vous avez de l'euro. Eh bien, quand on imprime des euros encore et encore, en réalité, on dilue la valeur de ce que vous avez, vous. Et on la dilue tellement que dans certains pays, et vous avez déjà entendu cette expression, la baguette de pain valait 75 €. Ah ! En réalité, elle ne valait pas 75 €, elle avait la même valeur. Mais d'un point de vue de la monnaie du pays, la monnaie qui a été diluée encore et encore, on se retrouvait à devoir dépenser une brouette entière de billets pour pouvoir payer une simple baguette de pain. Parce qu'il y a eu un gros dérèglement de la finance et de cette monnaie. C'est arrivé assez récemment au Venezuela, par exemple. La particularité, c'est qu'on ne contrôle pas beaucoup. On ne contrôle pas du tout le nombre d'euros en circulation, quel pays en a combien, est-ce qu'on en imprime, quand on entend parler d'une injection, est-ce que c'est une injection financière, est-ce que c'est des nouveaux... Enfin, c'est assez compliqué et du coup le citoyen n'a pas de visibilité et il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Alors qu'en réalité, quand on imprime des billets, c'est directement l'argent qu'il a dans sa poche qui perd de la valeur. Pour le petit clin d'œil, c'est l'une des grosses forces du Bitcoin. Le fait qu'on sache qu'il y en a 21 millions, il n'y en aura jamais plus, on peut tous voir où ils sont dans le réseau et personne ne peut en imprimer comme ça du jour au lendemain. Il faut contrôler cette boucle. La finance peut être saine si on en voit le bout et si toutes les personnes qui l'utilisent et qui la vivent en quelque sorte la comprennent. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens qui vivent l'économie, économie dont la finance est totalement dépendante et qui ne maîtrisent pas du tout ce qui se passe dans cet écosystème. Alors c'est bien beau de parler des problèmes, j'en ai cité quelques-uns, mais en réalité, le moindre problème que je vous ai cité mériterait une vidéo intégrale pour l'approfondir. J'ai donné certains concepts pour vous expliquer à quel point ça peut vous toucher vous indirectement et à quel point cette spirale-là peut dérégler totalement un pays et peut faire énormément de mal. Rappelons que la crise de 2008, d'accord, qui risque d'être bien moins violente que la crise financière qui arrive, parce que c'est dans 5, peut-être 6 ou 12 mois que les entreprises vont commencer à mourir. Il y a des entreprises que tout le monde pense en bonne santé et qui vont faire des annonces et qui vont annoncer leurs résultats à la fin de l'année et ça va être catastrophique. Et d'un coup, la finance va d'un coup réguler à la baisse. Encore une fois, il y a d'autres entreprises qui se sont effondrées et on s'est rendu compte qu'en fait, elles ont bien vécu le Covid, en tout cas beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a des entreprises qui avaient de la trésorerie, qui ne rendent plus 1 €, mais qui ont 3-4 mois de ce qu'on appelle cash burn, qui peuvent payer leurs charges pendant 3-4 mois. Mais quand on va arriver au bout, elles vont faire faillite. Et c'est là que la spirale va commencer à accélérer. Et c'est là que le gouvernement essaye de faire tout ce qu'il peut pour que ce choc soit minimisé et que les gens continuent à dépenser pour alimenter ce système avant qu'il ne parte tout simplement à la dérive. Et les gens oublient beaucoup ça. On est sorti du Covid, c'est terminé, on les regarde dans la rue. Vous me direz, même pendant le confinement, on regardait des gens dehors, on avait l'impression qu'il y avait vraiment pas grand-chose qui se passait pour eux. Mais bon. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas du tout fini et que ça arrive maintenant et dans les mois à venir. C'est là qu'il va falloir être concentré, suivre les bonnes métriques et vous protéger le maximum possible. Alors des solutions, il y en a quelques-unes. Le bon mot d'ordre, étant donné qu'on n'a quand même pas la science infuse et qu'on sait pas exactement ce qui va arriver, en tout cas on ne peut pas le quantifier, c'est la diversification. D'un point de vue personnel, diversifiez vos finances. J'ai fait une vidéo complète qui a approfondi ce sujet-là. Là, je vais vous citer les 4-5 gros axes que je vous recommande d'approfondir. En attendant, cette vidéo est un premier approfondissement. Elle apparaît en fiche et c'était comment protéger son argent en cas de crise financière. Elle est sortie il y a 5-6 mois avant la crise du Covid qui, elle, va engendrer une crise financière. Ça peut être le bon moment au moins d'y réfléchir ou du moins d'avoir conscience des solutions car je vous le rappelle, quand tout le monde panique, c'est déjà trop tard. Si vous voulez paniquer efficacement, il faut le faire avant les autres.
Alors déjà, premièrement, diversifier son compte en banque. Ne pas avoir un seul compte dans une seule banque. Essayez d'avoir un deuxième compte dans une autre. Une banque peut faire faillite. Deux, en même temps, au même moment, c'est compliqué. Et si la première fait faillite, vous aurez du temps pour protéger vos fonds qui est dans la seconde. Alors encore une fois, quand je dis deux banques différentes, éloignez-vous des groupes. La plupart des groupes tiennent 2 ou 3 banques. Je vous donne un exemple très simple. Banque Populaire, Caisse d'Épargne, c'est un seul groupe. Si vous avez un compte à la Caisse d'Épargne et un compte à la Banque Populaire, indirectement, vous n'avez pas diversifié. Diversifiez bien vos comptes et essayez d'être dans différents groupes. Si possible, dans plusieurs pays. J'en parle tout le temps et je vous remets un lien dans la description, mais il y a par exemple N26. N26, c'est une banque allemande. À côté de ça, il y a des solutions. Il y a plein de banques en ligne aujourd'hui qui vont vous permettre d'avoir des comptes dans d'autres pays, qui vous permettent encore plus de stabiliser et d'étaler en fait les établissements qui détiennent vos fonds euros. À côté de ça, on reste que sur l'euro. La monnaie, comme je vous ai dit, peut avoir un problème. Si vous avez les moyens, parce que tout le monde ne le peut pas et tout le monde n'a pas une nationalité qui permet d'ouvrir un compte dans un autre pays, par exemple, eh bien, essayez de diversifier la monnaie. Essayez d'avoir de l'euro, du dollar. Si vous utilisez des échanges de crypto-monnaies, vous savez qu'on peut avoir du dollar facilement. Essayez de diversifier sur plusieurs monnaies. Comme ça, vous êtes dans plusieurs banques et vous détenez plusieurs monnaies au cas où il y en ait une qui tourne de l'œil. Et une fois que vous avez diversifié comme vous pouvez vos comptes en banque et votre monnaie, à ce moment-là, vous pouvez diversifier vos actifs. Alors attention, là, je mets un disclaimer, restez bien concentrés. Vous savez que j'adore les crypto-monnaies. Je pense réellement que ce système-là et que le Bitcoin est un exemple parfait de ce qui va résister le mieux en cas d'effondrement financier et économique. Malgré tout, j'insiste, quitter le système bancaire pour aller dans les crypto-monnaies, c'est bien d'un point de vue structurel, parce qu'il n'y a pas la même spirale qui fait qu'à un moment, le monde bancaire peut s'effondrer. Par contre, tout mettre sur le Bitcoin, qui lui est très volatile et qui peut perdre 20% dans la nuit, c'est peut-être pas non plus la solution. Je vous demande donc de prendre du recul, de prendre vos responsabilités et de faire vos recherches. Et sachez que même dans la crypto-monnaie, vous pouvez acheter des crypto-monnaies qui ne sont pas volatiles et qui ont un prix qui va rester plus ou moins stable. Il faut le savoir. En attendant, ce que je vous dis là et ce que je vais vous dire maintenant, c'est pas de vider vos comptes en banque et d'aller acheter n'importe quoi, de la crypto-monnaie, de l'or, n'importe comment. C'est pas ça. C'est juste de mettre une partie raisonnable, intelligente et diversifiée sur différentes classes d'actifs que vous maîtrisez, car vous aurez fait préalablement vos recherches. Je compte sur vous. Et dans mes 3 classes d'actifs préférées, premièrement, il y a les actions. Il y a certaines entreprises qui ont très bien réagi à la bourse et globalement, il y a des gens qui se sont rendus compte que Covid ou non, Google, on l'utilisait toujours autant, voire encore plus. Et c'est pour ça que le Nasdaq, d'accord, donc la bourse américaine des valeurs technologiques, elle a pris 4% de hausse depuis le 1er janvier. Certes, ça s'est effondré au début quand tout le monde a peur, mais très rapidement, Google, Amazon et les géants qui ont très bien fonctionné pendant cette crise ont repris leur valeur. Alors que le CAC 40, à l'heure où je vous parle, donc le 24 mai 2020, a encore 25% de points en moins qu'au 1er janvier. Vous avez peut-être quelques valeurs et ça peut être intéressant de mettre une part raisonnable. Encore une fois, c'est de l'investissement. Certes, ça diversifie votre portefeuille, mais ça vous fait prendre des risques. À côté de ça, il y a l'or. L'or est prisé depuis toujours, d'accord ? Surtout dans ce genre de crise-là. Regardez en 2008 les volumes colossaux qui ont été échangés. L'or est une réserve de valeur. C'est là-bas que les gens vont se positionner quand ils ont des gros doutes. Alors certes, l'or est volatile. On l'a bien vu avec la crise, il a pris beaucoup de valeur, ça veut dire qu'il peut en perdre également quand tout ira mieux, mais en attendant, l'or est rarement un actif qui va faire 10% de variation dans la journée. C'est quelque chose de plutôt stable et c'est utilisé par la planète entière et même certains gouvernements et établissements bancaires pour assainir leurs stocks et eux-mêmes diversifier leurs actifs. J'ai fait une vidéo entière sur une entreprise que j'aime beaucoup avec qui je travaille qui s'appelle Aucoffre, qui propose des solutions physiques ou des solutions en crypto. Un token vous garantit 1 gramme d'or en coffre. Si ça vous intéresse, je vous mets une petite fiche encore une fois. Creusez, il y a pas mal de solutions. L'or, et vous allez en trouver des vendeurs d'or si vous cherchez près de chez vous, peut vous permettre d'assainir un petit peu vos stocks. Faites juste attention à ne pas le mettre chez vous. Videz la moitié de votre compte en banque et mettre de l'or sous vos matelas, c'est la pire idée au monde. Parce que si là vous vous faites cambrioler, vous l'aurez vraiment mauvaise. Prenez du recul encore une fois et creusez un petit peu le sujet. Pour finir, la dernière classe d'actifs que je recommande, et c'est celle que je préfère évidemment, c'est les crypto-monnaies. Alors pour ceux qui veulent prendre du risque, achetez un peu de Bitcoin ou des grosses monnaies. Si vous ne connaissez pas, évitez d'acheter des petites monnaies qui peuvent prendre 20-30% dans la journée, restez sur les plus grosses. Et ceux qui quittent le monde bancaire uniquement pour se sécuriser, donc ceux qui arrivent dans les crypto-monnaies, non pas parce qu'ils sont intéressés par le Bitcoin et par cette technologie, mais simplement parce qu'ils sont surtout effrayés du système bancaire traditionnel, à ce moment-là, réfléchissez bien et renseignez-vous en amont. Il y a des stablecoins qui vous permettent d'avoir des jetons, donc de la crypto-monnaie, qui
qui, en face d'une crypto, va rester stable, c'est-à-dire une crypto qui vaut 1 euro, une crypto qui vaut 1 dollar, une crypto qui vaut 1 gramme d'or, par exemple. Il existe ces stablecoins qui vont vous permettre intelligemment de diversifier. Si vous avez des questions, au lieu de foncer n'importe où sur Internet et d'avoir une chance sur deux de tomber sur une arnaque, n'hésitez pas à poser des questions. Premièrement, en commentaire, et je compte sur la communauté pour aider les plus débutants qui arrivent face à cette crise. On va essayer de répondre à tous les commentaires. Je vais essayer de contacter également des personnes que je connais dans le monde du trading, dans le monde de l'or, et demander à des professionnels que je respecte beaucoup de répondre aux questions des gens. Et le but, ce sera vraiment qu'il y ait un espace communautaire pour permettre aux plus débutants d'être éclairés et ne pas foncer dans un panneau. De la même façon, je réponds à tous les messages que l'on m'envoie sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. J'essaye de plus en plus sur Instagram, même si ça devient démentiel et on a trop peu de community managers pour répondre à tout le monde. Désolé pour les délais, mais on essaye de n'oublier personne. N'hésitez pas, questionnez et surtout, ne foncez pas tête baissée. Comme je vous l'ai dit, la panique, quand vous pouvez paniquer avant les autres, car vous avez réfléchi, c'est intelligent. Si vous foncez n'importe comment, vous allez simplement tomber dans un piège et je ne voudrais vraiment pas en être responsable. Et maintenant, avant la fin de cette vidéo, je vais vous présenter Femex pour répondre aux questions de ceux d'entre vous qui veulent essayer de trader les crypto-monnaies, mais sans prendre de risques et donc utiliser de l'argent fictif, mais sur les vrais marchés. Alors, on se retrouve sur Femex, je vous mets le lien dans la description et je vais vous montrer un petit peu les particularités de ce site. Alors, premièrement, déjà, vous l'avez vu, il y a le site Femex de base, mais quand vous allez dans le produit, il y a le Simulated Trading. Je vais commencer par ça pour vous montrer. La seule différence entre le site Femex et le site Femex Simulated Trading, c'est que dans un, c'est votre vrai argent, votre vrai crypto que vous allez trader. Dans l'autre, c'est une copie parfaite, mais avec des faux euros, des faux bitcoins, ce qui vous permet de prendre des risques et de trader avec ou sans effet de levier, sans risque. Ce qui est vraiment intéressant pour les débutants ou pour les pros qui, comme je vous l'ai dit, veulent essayer des stratégies un peu plus risquées. Donc, vous arrivez, vous vous inscrivez évidemment, vous vous connectez. Vous arrivez directement dans votre solde, d'accord? Donc, quand vous allez dans Asset, vous allez dans Found, vous allez voir que vous avez déjà l'équivalent d'à peu près 1 bitcoin, approximativement 10 000 $. Ce qui vous permet ensuite d'aller dans le spot trading, donc de le trading normal, hein, vous allez dans Marché, Product, hop, Spot Trading. Et dans le spot trading, vous allez pouvoir découvrir le panel, faire des achats, des échanges, des ventes de ces différentes crypto-monnaies. Au début, ça vous met la moitié en bitcoin, la moitié en dollars. À vous d'échanger ça comme vous voulez, de passer du dollar, je sais pas moi, à l'Ether, de décider d'en acheter et de faire tous vos tests. À côté de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes dans l'exchange test, vous avez tous les produits. Hop. Exchange Test, je fais demi-tour. Vous le voyez en haut parce qu'il y a marqué testnet. Évitez de confondre les deux si vous avez aussi déposé de l'argent sur le vrai. Mais ça vous permet également d'aller, donc là il y a le spot, mais il y a également le contrat. Et quand vous allez dans le contrat, c'est avec effet de levier. Pour ceux qui connaissent le trading avec effet de levier, c'est un effet amplificateur qui vous permet, quand vous mettez 10 euros, de faire comme si vous aviez par exemple avec un effet de levier de 10, positionné 100 euros à l'achat ou à la vente. Vous vous rendez du coup dans le trading, c'est exactement pareil, sauf que là vous allez mettre une quantité, par exemple 50%, et là, vous mettez votre effet de levier et ça va jusqu'à 100. Voilà, ça c'est vraiment pour ceux qui veulent découvrir, qui veulent essayer. Je trouve ça assez sympa parce que c'est ce que beaucoup d'exchanges ne proposent pas. Et puis c'est important de permettre aux gens qui ne sont pas prêts à prendre des risques ou qui ont besoin de découvrir avant de se lancer, d'avoir une plateforme qui permette de prendre zéro risque, mais bel et bien sur le vrai marché des vrais cryptos. Comme ça vous donne une idée. Si vous avez 2 ou 3 mois de trading, vous pouvez voir si vous êtes positif ou négatif avant de vous lancer avec votre vrai fonds. On repart sur la plateforme origine, donc celle qui n'est pas en testnet. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des petits bonus. Déjà, quand vous créez votre compte, si là maintenant tout de suite vous allez sur Femex avec le lien dans la description et que vous vous inscrivez de base, vous avez 2 $ offerts. Il y a évidemment d'autres bonus. 2 $, c'est ceux qui se registrent. Ils donnent 2 $ à tous les utilisateurs pour vous donner envie de venir, évidemment. Si vous prenez le temps de partager ça sur Twitter et que vous respectez quelques règles, ils vont vous donner 10 $ de Bitcoin. Et pour le coup, si vous allez jusqu'à déposer 0,2 Bitcoin, donc ça fait à peu près, je pense, 1500 ou 2000 euros presque, là, vous allez avoir, si vous respectez les conditions, c'est-à-dire les déposer, utiliser pour found votre compte, donc déposer des Bitcoins sur le trading account, ou alors des dollars, et puis faire du trading pour l'équivalent de 1500 euros de volume. Là, vous aurez les 60 $ de bonus. Donc bon, c'est les bonus de bienvenue, évidemment, que vous aurez sur la plateforme. Quoi qu'il arrive, les 2 $, vous les aurez, et puis vous aurez un peu plus si jamais vous faites les différentes missions qu'ils vous donnent. Le but, c'est évidemment de vous engager et de vous engager à découvrir la plateforme pour qu'elle puisse vous plaire ou non, mais que si elle vous plaise, vous puissiez rester dessus et utiliser Femex comme un nouvel outil de trading désormais et en faire votre échange principal, évidemment. Alors ça c'est assez intéressant, j'aime bien. Il y a un programme d'affiliation également qui vous permettra évidemment
de rémunérer les personnes que vous allez inviter à rejoindre Femex. C'est d'ailleurs le lien qui est dans la description, hein, vous le savez. Je mets des liens d'affiliation quand je vous présente des plateformes. Et le truc qui est intéressant sur Femex, il y a un dernier gros point important. Donc déjà le fait qu'ils vous permettent de trader l'or, faut le savoir, et bientôt le Forex. Depuis la vidéo sur SNX, vous êtes nombreux à m'avoir dit « Owen, SNX c'est bien, c'est décentralisé, mais est-ce qu'il y a des exchanges qui proposent de trader autre chose ?» Donc là, il y a la commodité, il y a l'or, il y aura bientôt le Forex, et je pense que sur le long terme, ils ont prévu d'implémenter les différentes devises et les différentes actions qu'on va pouvoir trader, en plus des crypto-monnaies, directement depuis Femex. Alors, Femex a compris quelque chose, c'est que les gens ne voulaient pas payer de frais, évidemment. Alors déjà, vous avez les frais de base, d'accord, qui sont ici. On vous explique un peu tous les tarifs du site. Faut savoir que sur les contracts, d'accord, à effet de levier, quand vous mettez des ordres en limite, vous allez payer beaucoup moins de frais, voire même des frais négatifs, c'est-à-dire que vous êtes payé pour mettre des ordres limites, alors qu'au marché, vous allez payer des frais. Comme je l'explique dans la petite fiche ici, c'est une vidéo que j'avais faite sur ma chaîne pour vous apprendre comment optimiser les frais que vous payez sur les échanges. En effet, c'est des tout petits montants, mais sur le volume global, imaginez que vous avez 1000 € de Bitcoin, vous le changez en dollars, vous le rechangez en Bitcoin, ça fait 2000 € de volume. Et donc, vous payez vos frais sur 2000 €. Je vous explique dans cette vidéo comment les optimiser. Eh bien, Femex a eu une demande pour le spot trading, donc les achats sans effet de levier, hein, les achats et ventes de crypto-monnaie contre du dollar ou de dollars vers la crypto-monnaie. Il y a des clients à eux qui leur a dit, est-ce que ce serait possible de faire un forfait? C'est-à-dire qu'on paye tous les mois un montant fixe, mais on n'a plus aucun frais, zéro fee, sur le spot trading. Et donc, c'est pas intéressant pour les gens qui échangent 50 ou 100 €, mais pour les gens ou les entreprises qui font passer des très gros volumes, là, un abonnement de 365 jours, donc 1 an, il coûte 70 $, environ 60 €, ça fait 5 € par mois et vous ne payez plus aucun frais. Ça intéressera évidemment la plupart des gros traders. Voilà, moi, je commence à bosser avec eux parce que déjà, j'ai bien aimé la team. Il y a beaucoup d'exchanges qui négligent un petit peu le marché. Eux, ils sont vraiment à l'écoute des gens. Et d'ailleurs, on le voit sur les propositions qu'ils proposent à la communauté et les nouveaux produits qu'ils mettent en avant. Le truc qui est intéressant, c'est que c'est également des banquiers. Ce sont des gens qui viennent du monde de la finance et qui ont créé leur exchange. Pas l'inverse, comme on voit assez souvent. C'est 8 anciens de la Morgan Stanley qui ont lancé ça, donc c'est une équipe relativement senior. Et en plus de ça, pour tous ceux qui connaissent bien le trading est de très très haute fréquence, c'est-à-dire qu'on peut faire passer jusqu'à 300 000 transactions par seconde et qu'il y a moins d'un ms de ping la plupart du temps sur l'exchange. Donc ce sera vraiment votre connexion à vous qui va jouer et pas celle de l'exchange comme dans de nombreux cas. J'espère vraiment que ça va vous plaire, j'attends votre retour parce que pour l'instant c'est une première fois que je bosse avec eux. Si jamais je veux m'engager avec eux sur du sponsoring sur du plus long terme, je veux avoir l'aval de ma communauté, je veux votre retour en tant que trader. Dites-moi réellement ce que vous en pensez. Testez-le et puis vous me faites un petit retour en me disant voilà, moi j'ai aimé parce que j'ai pas aimé et globalement ça peut être sympa de les suivre sur le plus long terme ou au contraire on en arrêtera là avec eux. Comme vous le savez, je veux vraiment que ma communauté ait son mot à dire sur la façon dont je drive et dont je développe mes partenaires avec ma chaîne YouTube. Vous m'en direz plus dans les commentaires. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Elle était assez complexe. Je m'engage dans beaucoup de vulgarisation sur des domaines bien techniques, donc il y a toujours des gens qui vont venir me reprendre. C'est pas grave. Si vous me reprenez et si vous avez des choses, vous voyez que j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à expliquer pourquoi et à compléter l'information. Comme ça, je fais remonter le commentaire et les 3-4 premiers commentaires que vous voyez en dessous de ma vidéo, ce sont les commentaires les plus pertinents qui viennent soit me corriger, soit, et c'est ceux-là que je préfère, qui viennent complémenter et donner d'autres pistes et d'autres méthodes d'approfondissement de ce sujet-là afin que vous puissiez surtout prendre du recul et vous protéger au maximum de ce qui va à coup sûr arriver. Est-ce que ce sera dans 6 mois, dans 1 an et demi ou dans 5 ans, je ne sais pas, mais pour le coup, la crise financière, elle est vraiment pas derrière nous. C'était Asher, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'oubliez pas que l'abonnement et la petite cloche pour activer les notifications, c'est ce qui me permet de booster mes vidéos quand elles sont en ligne, ce qui me permet de me développer et ce qui me motive encore plus à travailler ce genre de sujet. Merci à vous pour être resté jusqu'au bout de cette vidéo. C'était Asher et on se retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube. Au revoir.